être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais vous êtes persuadé que pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle sonne blanche. Les historiens, ils ont toujours considéré l'Égypte, si vous voulez, comme une sorte de fait à part en Afrique. On oubliait même que l'Égypte est une nation africaine. En redonnant à l'Afrique son passé, il a redonné peut-être son passé à l'humanité. Cher Anta Diop, voilà un homme qui devrait être enseigné dans nos livres d'histoire ou à minima évoqué. Parce que rien qu'à l'évocation de son prénom, personne ne restait insensible, que ce soit les intellectuels, les égyptologues, les historiens, les scientifiques, personne ne restait insensible. Historien, anthropologue, physicien, politicien ou que sais-je encore, cet homme était un savant total qui tout au long de sa vie s'est donné pour mission de redonner à l'Afrique son histoire, sa voix et sa dignité. Et pourtant, son ascension fut tout sauf paisible. Censure, brimade, interdiction, emprisonnement, sabotage politique, il a tout vécu. Adulé par certains, critiqué par d'autres, mais il y avait une chose sur laquelle tout le monde était unanime, c'est que Cher Anta Diop était un homme très très brillant. Eh bien, c'est de lui qu'on va parler dans cette vidéo d'aujourd'hui, parce que j'estime que tout le monde devrait le lire, ou à minima le connaître. Qui était Cher Anta Diop? Comment a-t-il fait pour devenir cet homme si important dans l'histoire du continent africain? Les amis, asseyez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'histoire du très charismatique Cher Anta Diop. La team, avant de continuer la vidéo, je suis ravi de vous présenter le partenaire de la vidéo. C'est un petit roman qui est très sympa en cette période de Noël pour vos enfants. C'est une petite comptine à raconter à vos enfants avant de dormir ou tout simplement à leur remettre pour lire. Ça s'appelle Amy et le peigne magique. Donc, c'est la version que vous retrouverez chez Amazon, que je vous mettrai le lien en description, qui coûte environ 5 euros maximum ou 5 ou 6 euros grand max. Et après, la version cartonnée, j'ai pas le lien d'achat de la version cartonnée. Faut que je vois avec la créatrice. Elle me les a offerts. Je pense que je vais les offrir à les abonnés. Je verrai dans quelle mesure je pourrai les offrir lors de la prochaine vidéo. Mais en tout cas, si vous cherchez un petit cadeau pour un enfant qui doit avoir l'esprit éveillé, si vous cherchez une idée de petits livres à lire à vos enfants avant de dormir, ce serait pas mal. En plus, comme on est dans la thématique afro, valorisation des cheveux afro, je trouve que c'est un très beau petit livre avec une belle petite histoire. J'ai pas envie de la raconter parce que l'histoire est très courte, donc si je la raconte, il y aura plus d'intérêt à acheter le livre. Donc voilà. Automne 1946, Paris, quartier latin. Dans les couloirs du lycée Henri IV, parmi les étudiants en mathématiques, il y a un jeune noir. Chose assez rare pour l'époque. Et ce dernier s'appelle Cher Anta Diop. Mais pour comprendre comment ce dernier est arrivé là, il faut revenir bien plus tôt. Le 29 décembre 1923, à Kaïtou, dans la région de Diourbel, à environ 150 km de Dakar, naît un enfant. Son père, Massamba Sassoum Diop, meurt peu après sa naissance. Sa mère, Maga Diop, l'élève seule. Cher Anta grandit d'abord dans l'atmosphère rigoureuse des écoles coraniques de Kaïtou, puis de Koki. Il poursuit ses études à Lagou avant que sa mère ne prenne la décision très importante de l'inscrire dans l'école française. Et ce sera le premier tournant majeur dans la construction de ce qui va devenir le docteur Cher Anta Diop. En effet, très tôt, il est confronté à deux récits. Le premier récit, celui de l'école coloniale, qui nie l'Afrique, qui lui donne une place quasi inexistante dans l'histoire. Et le second récit, c'est celui de sa famille, de sa mère, qui est détentrice d'une richesse, d'un héritage oral, qui lui fait comprendre que l'Afrique, c'est aussi des civilisations puissantes. L'Afrique, c'est des royaumes puissants. Donc, très vite, Cher Anta Diop se trouve miné par une question très importante. Qu'a-t-on caché de l'histoire de l'Afrique? Et cette question va le driver dans la suite de son cursus. Brillant élève, il obtient en 1937 son certificat d'études primaires. Il monte alors à Dakar, s'installe dans la Médina et entre au lycée Van Volven. Le jeune cheikh est brillant, même très brillant. Mais il y a un problème. Il se questionne beaucoup, il n'hésite pas à aller en contradiction. Et il faut quand même rappeler qu'on est dans un contexte colonial et voir un noir qui est irrévérencieux, qui est intelligent, qui assume son intelligence. Ce n'est pas la meilleure posture à avoir. Et donc, naturellement, assez vite, il va être confronté au racisme du système colonial. Et un de ses professeurs, notamment un certain Boyer, qui va nourrir vis-à-vis de Cher Anta Diop une certaine, pas animosité, mais entre les deux, ça va commencer à être très compliqué. À telle enseigne que l'administration même de l'école va comprendre que
la situation commence à être délétère. Et au fil du temps, le cher Anta Diop sera amené à aller à Saint-Louis pour continuer son cursus où il va décrocher la première partie de son baccalauréat. Il va revenir à Dakar où il va décrocher sa capacité coloniale en 1945. Si vous voulez, l'équivalent du baccalauréat. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que ce jeune homme était tellement intelligent que ses amis l'avaient surnommé Carbone, parce qu'il était doué en maths, en physique, en chimie et dans bien d'autres matières. Bien plus important, c'est que très vite, le jeune homme qui parle couramment, qui parle même très bien le Wolof, sa langue maternelle, se retrouve face à une difficulté. Il veut la transposer à l'écrit et il se rend compte que l'alphabet latin est assez rigide, n'est pas assez malléable pour pouvoir transposer à l'écrit sa langue maternelle, le Wolof. Il va donc décider de mettre en place un alphabet pour pouvoir écrire le Wolof et bien d'autres langues africaines d'ailleurs. Mais il n'ira pas plus loin que ça. Mais ce sera le début d'une aventure. En effet, à la suite de l'obtention de son bac, on va dire, comme pour beaucoup d'étudiants brillants ou d'élèves brillants sur le continent africain à cette époque, quand il fallait continuer à l'université, le continent africain, en tout cas l'Afrique coloniale française, n'était pas encore doté d'institutions fortes pour pouvoir l'informer. Donc il fallait qu'il aille à Paris pour continuer ses études. À cet effet, donc, il décide donc de s'envoler pour la métropole pour continuer son cursus. L'année suivante, en 1946, il part pour Paris avec un objectif précis, devenir ingénieur aéronautique, sans s'imaginer que ce voyage bouleversera durablement le récit de l'histoire africaine. Il entre en maths sup au lycée Henri IV, tout en préparant une licence de philosophie à la Sorbonne, qu'il obtiendra d'ailleurs en 1948. Mais je fais quand même une petite pause dans le récit pour qu'on s'attarde sur un fait très important. Dit comme ça, t'en as l'air de rien, mais il faut quand même rappeler que le jeune homme était inscrit en maths sup, qui n'est déjà pas facile pour ceux qui ont fait des mathématiques, vous savez, et par la même occasion, il suivait un cursus de licence en philosophie. Vous comprenez un peu l'audace, mais aussi l'intelligence du jeune homme, parce qu'il va obtenir cette licence. Et ça, c'est très important à appréhender pour la suite de l'histoire. Mais cher Anta Diop n'était pas seulement qu'un étudiant brillant. En effet, installé rue des Écoles au cœur du quartier latin, cher Anta Diop découvre un milieu intellectuel en ébullition. Dans le Paris de l'après-guerre, une jeunesse africaine se retrouve dans les cafés, dans les chambres d'étudiants, dans les amphithéâtres pour débattre, confronter les idées et penser à l'avenir. Effectivement, les rencontres que les jeunes Africains organisaient dans les cafés, dans les théâtres ou que sais-je, n'étaient pas seulement à titre exutoire ou à titre récréatif, si je peux m'exprimer ainsi, c'était aussi pour débattre, parce qu'il faut appréhender le contexte. Les guerres mondiales sont terminées, l'Europe se reconstruit, mais il y a l'émergence d'une nouvelle doctrine. Les jeunes Africains qui sont instruits, qui sont devenus intellectuels selon les codes occidentaux, commencent à côtoyer le goût de la liberté. On vu les Français se battre pour la liberté, on vu les Occidentaux se battre pour la liberté. Eux aussi commencent à nourrir l'envie d'indépendance sur leur continent. Et là, il n'est plus question de Camerounais, de Sénégalais, de Guinéens. Non, il est question d'Afrique. Ces jeunes commencent à discuter d'indépendance. Et ces discussions vont, in fine, aboutir à la naissance de beaucoup d'associations, mais surtout à une entité très importante, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Cette fédération a âprement lutté pour l'obtention des indépendances sur le continent africain. On n'en parle pas assez dans les vidéos, on n'en parle pas assez dans les débats, mais si vous voulez, on en parlera un jour dans une vidéo. Elle a vu passer d'éminents personnages comme Félix Houphouët-Boigny, comme Sékou Touré ou encore Félix Moumié. Ça a été le point de départ de beaucoup de choses sur le continent africain, même s'il faut rappeler que à un certain moment, quand le RDA a vacillé, il a combattu cette fédération. Mais c'est très important. Donc, ces discussions entre les jeunes Africains de l'époque étaient le point de départ de ce qui allait devenir, en guillemets, les indépendances. Même si je ne résume pas l'obtention des indépendances sur le continent africain à ces discussions dans les cafés. Indépendance, c'est tant il est. Quoi qu'il en soit, tout ceci vous montre que cher Anta Diop, au courant des années 46, 47, 48, était un étudiant brillant, curieux. Il n'était pas qu'un simple étudiant. Il était un jeune homme engagé. Autant vous dire que, sans le savoir, le jeune étudiant était en train de devenir l'un des esprits majeurs du XXe siècle. Et il ne tarderait pas à se distinguer. Nous sommes au début des années 50 et cher Anta Diop, curieux, brillant qu'il est, s'obstine à vouloir comprendre l'histoire du continent africain. Et cette question, qui s'ajoute à la précédente question que je vous ai évoquée, va encore nourrir chez lui l'envie de comprendre, l'envie de connaître. Il va commencer à lire,
à étudier d'autres disciplines, jusqu'à ce qu'il tombe sur une œuvre qui va profondément le bouleverser. Cette œuvre s'appelle « Les leçons sur la philosophie de l'histoire », publiée en 1837 de Hegel, où ce dernier dit en substance que l'Afrique n'a pas d'histoire. Pour être plus précis et pour être beaucoup plus rigoureux, dans cette œuvre, il évoquait l'idée selon laquelle l'Afrique subsaharienne serait hors du mouvement de l'esprit et de l'histoire universelle, qu'il réserve à l'Europe et dans une moindre mesure à l'Asie. Et cette lecture a profondément choqué Cheikh Anta Diop, d'autant plus que d'autres auteurs comme Marx ou Engels allaient sensiblement dans cette direction. Donc ce choc intellectuel a créé vraiment chez lui un moteur. Ce moteur-là va le catalyser, le motiver à continuer à faire des recherches pour comprendre pourquoi ces derniers évoquent ceci et surtout les limites de ces assertions. Et toutes ces recherches vont l'amener à une conclusion. L'étude croisée des langues africaines, de l'égyptologie et de l'histoire peut permettre de restituer l'origine réelle des civilisations africaines. Il veut d'ailleurs en faire une thèse dont le thème serait l'avenir culturel de la pensée africaine, le tout sous la direction de Gaston Bachelard. On va dire que dès cet instant, ce sera le début d'une aventure estudiantine pour Cheikh Anta Diop qui sera pleine de hauts, mais surtout de bas. En effet, en 1949, cet étudiant brillant, curieux, audacieux, va se confronter à son premier échec. Parce que cette thèse qu'il a déposée, qu'il veut soutenir, se retrouve dans un contexte assez spécial. Il n'y a pas de jury qui veut statuer, qui veut le lire, qui veut l'écouter. Est-ce parce que la thèse est incohérente et légère? On estime que les conclusions sont plutôt pas ouf. Aller simplement et poliment. Donc, son projet de première thèse refusé. Mais dans cette situation, beaucoup auraient abandonné. Beaucoup se seraient dit, bon, on est contre moi, on me boycotte, on me sabote, je ne vais pas y arriver. Sauf que Cheikh Anta Diop ne lâche pas l'affaire. En 1951, il reviendra pour une seconde tentative. En effet, il fait inscrire officiellement sur les registres de la faculté le sujet de sa thèse secondaire intitulée « Qui étaient les Égyptiens prédynastiques ?» sous la direction de l'ethnologue Martial Griol, figure centrale de l'anthropologie française et spécialiste reconnu des sociétés africaines, notamment les Dogons. Ce sujet est loin d'avoir été choisi de façon anodine. Parce qu'il faut le dire, à l'époque, la plupart des égyptologues avaient une posture, pour le coup, très eurocentrée, il faut le dire. Parce que on faisait sous-entendre subtilement que certes, l'Égypte, c'est une civilisation puissante, ça a été une civilisation puissante. Et les pyramides dont personne n'a réussi encore à percer le secret. Ils ont une civilisation qui a fourni les bases des mathématiques, de beaucoup de disciplines. Mais on ne s'est pas gêné pour préciser, ou en tout cas pour faire le distinguo entre l'Égypte puissante et l'Afrique noire. Et ça, Cheikh Anta Diop dit non. Il faut pousser la recherche. Peut-être qu'il n'y a pas d'Égypte et d'Afrique noire. Parce que, on le sait tous, début, premier être humain, en tout cas, c'est en Afrique. Donc, Cheikh Anta Diop veut pousser le développement là. Parce que, dans cette posture historique, encore une fois de plus, on s'évertue à nier, minimiser l'importance du noir, l'histoire. Mais là encore, mon projet de thèse rencontre un vide sidéral. Personne. Rejeté. Que dalle. Nada. Deuxième coup dur. Et là, naturellement, pour beaucoup d'entre nous, on va dire 8 personnes sur 10 auraient naturellement abandonné. Sauf que Cheikh Anta Diop, entre ces deux échecs, a eu le temps de partir au Sénégal, de faire quelques conférences, notamment à Saint-Louis et à Dakar, sur l'importance d'éduquer les jeunes Sénégalais en langue maternelle. D'autant plus que 3 ans auparavant, il avait déjà fait des études approfondies sur le Wolof et le Sérère. Mais bien plus important, il va essayer de convaincre les autorités coloniales de l'importance du reboisement. Parce que pour lui, penser Afrique, c'est aussi inclure l'Afrique dans l'avenir. Vous voyez donc que ce n'est pas simplement qu'un intellectuel théoricien, il est aussi dans la pratique. Mais au sorti de ce second échec, on va dire, l'homme n'a pas abandonné. Il va continuer à se former. Il va décrocher dans le même temps, on va dire, des certificats en chimie, 2 certificats. Il va continuer ses recherches et il va quand même emmagasiner assez de connaissances qui vont littéralement se présenter sous forme d'un manuscrit d'environ 500 pages. Il y a aussi la résultante de ces 2 projets de thèse qui n'ont pas été forcément bien accueillis.
Et tout ceci va aboutir à l'élaboration d'un livre qui, à mon sens, ça n'engage que moi, est l'un des livres les plus emblématiques du XXe siècle. Ça n'engage que moi. C'est un livre que j'ai lu en 2019, je pense. Et il faut le dire, je vous dirai à la fin dans quel contexte je l'ai lu, mais en tout cas, c'est un livre qui m'a foutu une réelle claque. Quoi qu'il en soit, ses échecs, si on peut appeler ça ainsi, ses frustrations, si on peut appeler ça ainsi, ses expériences, ses recherches, tous combinés, lui ont permis de pondre ce livre. Elle a fait l'effet d'une bombe. On est en 1954. Le livre Nation nègre et culture paraît aux éditions Présence africaine. Diop poursuit un objectif clair, fonder un humanisme africain en restituant à l'Afrique son antiquité, sa dignité et son unité, en affirmant aussi le rôle central de l'Égypte noire. Il soutient que la civilisation égyptienne était négro-africaine, s'appuyant notamment sur les descriptions des auteurs grecs antérieurs à tout enjeu politique et racial. Alors, je fais simple. Cheikh Anta Diop, à travers ce livre, venait vraiment à compte-courant de tous ces dogmes très supérioristes, je peux m'exprimer ainsi. Il voulait également montrer que l'Égypte dont on reconnaît la puissance, dont on reconnaît l'importance et dont on nie l'africanité souvent, probablement noire à l'origine. Et là, boum, ça fait l'effet d'une bombe. D'autant plus qu'il s'appuie sur des travaux d'auteurs qui étaient à l'époque de l'Antiquité grecque, qui étaient des travaux qui étaient dénués de tout intérêt politique, de colonisation, de supériorité de race. Et donc, il s'est dit, bizarrement, ces travaux vont dans le même sens que ce que j'ai fait. Donc, peut-être qu'il y a matière à réfléchir. Sauf que ce livre, il est certes apprécié par une bonne partie des étudiants africains, mais il est très vivement critiqué dans le milieu des universités français. Beaucoup d'intellectuels critiquent, même des intellectuels africains de l'époque l'ont critiqué parce qu'ils ont estimé que Cheikh Anta Diop faisait vraiment une obsession pour le passé. Cheikh Anta Diop disait toujours une chose. Moi, je ne fais que des recherches et je ne cherche que des preuves. Et il avait une expression qui, dans la suite de la vidéo, vous le comprendrez, était très importante. Discuter scientifiquement. Tout simplement. Il était ouvert à la discussion. Il a toujours été ouvert à la contradiction, à la discussion et aux recherches. Rien que ça. Mais, Petit Nègre a fait l'effet d'une bombe. Et ça a été moyennement, très moyennement apprécié du côté de la métropole. Mais Cheikh Anta Diop ne s'arrête pas là. Qu'on le critique, qu'on le vilipende, qu'on le minimise, qu'on le traite d'imposteur, il ne s'arrête pas là. Il continue ses recherches. Et à la fin des années 50, il se spécialise en chimie et physique nucléaire au laboratoire Curie sous la direction du très éminent Frédéric Giolle Curie. Donc vous voyez que il est conscient du projet qu'il veut réaliser et se donne donc tous les moyens de réaliser, que ce soit en maths, en chimie, en physique, en littérature, en égyptologie. Il se forme, décroche les diplômes, il se forme auprès des meilleurs pour avoir une palette d'outils à sa disposition pour effectuer toutes ces recherches. C'est très important à percevoir. Ce n'est pas seulement un homme qui parlait pour parler, c'est un homme qui se donnait les moyens d'arriver aux objectifs qu'il s'était fixés. Ni plus, ni moins. Mais je vous ai également dit que l'homme était téméraire, il était même limite têtu. Parce que tous ces projets de thèse là, il va revenir à la charge en 1956. Il va déposer projet de thèse en cours d'état. Et là, enfin, le destin lui sera favorable. Le 9 janvier 1960, après des années de résistance, il soutient enfin son doctorat de lettres à la Sorbonne. La salle est pleine. Pendant plus de 6 heures, il défend une thèse audacieuse. La soutenance est suivie de près. Elle fait même l'objet d'un reportage radiophonique. Diop dédie son travail à Gaston Bachelard, celui-là même qui était son mentor lors de son premier projet de thèse, et dont l'enseignement a profondément marqué sa pensée. À ce stade de l'histoire, vous l'avez compris, on ne parle plus d'un simple étudiant. On ne parle plus d'un simple homme qui est soi-disant intelligent ou curieux. On parle d'un homme qui a une réelle influence. Combien d'intellectuels africains sont allés soutenir, sont allés faire des thèses, et ces thèses ont fait l'objet de reportages radiophoniques. Donc, les gens s'y intéressaient. Ils faisaient des émules. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on savait qu'il était là. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on savait qu'il était brillant. Et ça, personne ici-bas ne pourra le nier. Donc, peu à peu,
Cheikh Anta Diop est en train de devenir l'homme dont on parle aujourd'hui. Mais sa thèse n'a pas été de tout repos. Hein. Le débat a été vif, intense, comme je voulais dire. Et au final, il a été docteur avec mention honorable. Sa thèse a d'ailleurs été publiée chez Présence africaine sous 2 titres majeurs. L'Afrique noire précoloniale et l'unité culturelle de l'Afrique noire. Devenu docteur, Cheikh Anta Diop divisait déjà beaucoup. Hein. Beaucoup le critiquaient, beaucoup le traitaient d'imposteur, beaucoup disaient qu'il était afrocentré, beaucoup disaient qu'il était obnubilé par le passé. Mais pour lui, que dalle. Il avait un but, il se donnait les moyens d'atteindre son but et il s'est dit on va l'atteindre. À partir de cet instant, il s'est mis encore au charbon. Et c'est d'ailleurs durant cette période-là, à la fin des années 50, début des années 60, qu'il va rencontrer un homme très très important dont on parle assez peu. Il s'appelle M. Théophile Obenga, un étudiant congolais également. Et c'est ensemble qu'ils seront copains de recherche. Tous les travaux qui vont suivre, Cheikh Anta Diop va les faire avec Théophile Obenga. À la mort de Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga va même essayer de poursuivre les œuvres de ce dernier. Donc c'est très important d'évoquer ce dernier dans l'histoire de Cheikh Anta Diop. Mais quoi qu'il en soit, Cheikh Anta Diop est désormais docteur. Et il estime que pour faire ce travail sur l'Afrique, quoi de mieux que d'aller sur le continent. Il décide donc de retourner sa terre natale. Nous sommes en 1960. Le Sénégal accède à l'indépendance. L'événement est célébré avec faste, porté par l'enthousiasme populaire et l'espoir d'une nation nouvelle, enfin souveraine. C'est dans ce contexte-là que Cheikh Anta Diop quitte la France pour rejoindre le Sénégal, nouvellement indépendant, accompagné de son épouse Louise Marie Diop et de ses 3 enfants. Diop ne rentre pas au Sénégal par nostalgie ou parce qu'il a le mal du pays. Il rentre parce qu'il est convaincu que la science doit servir la construction nationale et bien au-delà, la construction africaine. Il s'est dit donc, c'est le moment de rentrer au Sénégal pour faire des travaux qui concernent l'Afrique et donc sur le continent africain. Et Cheikh Anta Diop le répète inlassablement, ces travaux, ce n'est pas pour flatter l'Afrique. Les travaux, c'est pour mettre la lumière sur une évidence longtemps niée. Toute civilisation a une histoire. Pourquoi celle de l'Afrique est niée? Il veut y mettre fin. Il veut mettre à la lumière l'histoire de la civilisation africaine. Et ça le drivait pendant longtemps. Sauf que, ce qu'il ignorait, qu'au Sénégal, même pas en France, hein, au Sénégal, il allait recevoir beaucoup de coups bas. En effet, dès son arrivée au Sénégal, il pose sa candidature à la chaire de sociologie africaine à l'université de Dakar. La réponse est négative. Est-ce parce qu'on s'inquiétait du fait que avoir Cheikh Anta Diop à la chaire de sociologie, ce serait se tirer une balle dans la tête? Je ne saurais vous dire, quoi qu'il en soit, la réponse a été négative. Mais je vous ai dit que l'homme n'abandonne pas d'aussitôt. Le 1er octobre 1960, il est nommé assistant à l'université de Dakar et affecté à l'Institut français d'Afrique noire, l'IFAN, centre de recherche scientifique et de documentation. Mais aucun enseignement en sciences humaines ne lui est confié. En marge de tout ça, Cheikh Anta Diop continue à multiplier pourtant les conférences. Ses interventions sont suivies, débattues, largement relayées dans la presse. À l'IFAN, il engage en parallèle un vaste travail de terrain. Inventaire archéologique, collecte de vestiges préhistoriques, études de sociétés anciennes. Peu à peu, la préhistoire africaine devient l'un de ses chantiers majeurs. Et faute donc de réel soutien de l'État, il décide donc de se lancer dans un projet, un défi, pour le coup, très audacieux. Doter l'Afrique de ses propres outils scientifiques. Rien que ça. Au sein de l'IFAN, Cheikh Anta Diop lance la création d'un laboratoire de datation au carbone 14 en lien avec des chercheurs du CEA ou du CNRS. Son objectif est clair, permettre à l'Afrique de dater elle-même son passé sans dépendre de l'expertise extérieure. Mais comme je vous l'ai dit, ce que Cheikh Anta Diop ignorait, c'est que sa venue au Sénégal allait avoir des tournures, pour le coup, très compliquées pour lui. En fait, depuis 1960, le Sénégal est indépendant. Mais c'est une indépendance qui n'est pas corrélée de stabilité. Il faut le dire, parce qu'à la tête du pays, c'est un bicéphalisme entre M. Mamadou Dia et M. Léopold Sédar Senghor qui est président. Sauf que, années 61-62, le torchon commence à brûler entre ces deux, jusqu'à aboutir même à l'emprisonnement de M. Mamadou Dia. C'est dans ce contexte-là, que Cheikh Anta Diop s'impose. Chercheur, certes, mais il est aussi militant dans l'âme. Ancien de la FEANF et proche des idéaux du RDA. Au début, il critique ouvertement Senghor, dénonce le néocolonialisme et défend l'Afrique unifiée dans la ligne de Kwame Nkrumah et de l'OUA naissante. Pour Diop, la libération passe d'abord par la connaissance. Et là, clairement, il s'oppose idéologiquement, intellectuellement à M. Léopold Sédar Senghor, homme qui a été
sacralisé, mis à un stade important, qui d'ailleurs l'est, hein, qui est très intellectuel, qui est très intelligent, qui a pondu des œuvres incroyables, qui est un académicien. Mais Cheikh Anta Diop s'attaque à lui, en tout cas, intellectuellement. Ça pose un vrai problème. Ça pose un vrai problème jusque-là. Sauf qu'il va aller beaucoup plus loin, parce qu'il va décider de créer son parti politique, le BMS. Et là, dans un contexte où, après les indépendances, les présidents des pays d'Afrique francophone étaient fidèles à une coutume, le parti unique, Cheikh Anta Diop commença à déranger, d'autant plus qu'il était très influent. En 1962, donc, il se fait arrêter, emprisonner. Tous ces partis politiques, en tout cas, qui va décider de créer seront interdits, dissous. Et il est emprisonné à Diourbel. Sauf que je vous ai dit que Cheikh Anta Diop est très populaire, est très influent. Et ça sera très impressionnant. À telle enseigne que, quelques temps plus tard, il sera libéré. Après sa libération, Senghor essaye de le convaincre d'avoir des postes au ministère avec son parti politique, chose qu'il refuse. Pour lui, pas de compromis. La liberté, c'est important. Il ne veut pas être sous le joug d'un parti politique et d'avoir des actes qui sont limités, endigués et tout. Il refuse le compromis. Il refuse d'accéder au pouvoir, en tout cas au confort du pouvoir. Il refuse. Il veut rester fidèle à sa ligne directrice. Et là, ça va encore envenimer la situation avec Léopold Sédar Senghor. Sauf que, comme on dit, on ne peut pas cacher la lumière du soleil juste avec la main. Parce que certes, il était vilipendé, attaqué de partout. Senghor même a essayé de le mettre vraiment sous couvercle. Sauf que une bonne frange des intellectuels, la sphère littéraire ou bien plus encore, reconnaissait en Cheikh Anta Diop l'éminent chercheur qu'il était, l'éminent intellectuel qu'il était. En 1966, on l'a quand même couronné du titre de penseur africain ayant le plus impacté dans le XXe siècle. Rien que ça. Et ce, à l'occasion du premier festival mondial des arts nègres à Dakar. On essaye de le boycotter, on essaye de l'ostraciser, on essaye de le vilipender, mais son savoir est reconnu par certains. Et ça montre une fois de plus que l'homme a une influence qui est importante en Afrique, en Europe, mais aussi en Amérique. Très important également à préciser. Et c'est pour cela que j'ai dit au début de la vidéo que c'est assez étrange que cet homme ne soit pas dans nos manuels d'histoire. Je ne dis pas qu'on dise dans nos manuels qu'il était un héros, mais qu'on l'évoque quand même. Mais personnellement, moi, j'ai découvert Cheikh Anta Diop en 2017. Ouais. Très tard dans ma vie. Mais bon, pendant qu'on le glorifie en 1966, il n'est même pas là. Parce qu'il s'est retiré de la vie politique. Pour lui, le plus important, c'est la recherche. Il continue à faire ses recherches et il va finalement arriver à l'ouverture de son laboratoire, enfin. Et dans ce laboratoire, il a fait beaucoup de recherches. Mais l'un des éléments très importants de la vie de Cheikh Anta Diop se vient en 1974. L'UNESCO organise un colloque au Caire où les chercheurs africains qui sont dans cette mouvance-là vont pouvoir confronter des idées aux chercheurs venus du monde entier. Anta Diop, s'il était un imposteur, il se serait pissé dessus littéralement. Mais croyez-moi qu'il était plutôt rassuré et rassurant quant à cet événement. Lorsque l'UNESCO m'a demandé de participer à la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique, j'ai dit que je ne pouvais pas, sous prétexte qu'on écrit un ouvrage de portée mondiale, n'est-ce pas, m'exprimer par des euphémismes. Donc, il faut que toute la communauté scientifique se réunisse au Caire, qu'on débatte de cette question brûlante de l'origine africaine de l'Égypte et de l'origine nègre de l'Égypte, et que tous les savants et spécialistes qui ne sont pas d'accord viennent. Et qu'on les avertisse 2 ans à l'avance au moins, et qu'ils ne viennent pas dire qu'ils ne savaient pas ce qui les attendait. Je garantis la sérénité des débats, je garantis la courtoisie des débats, et du côté africain, je ne serai qu'avec 2 collaborateurs, 2 qui, comme moi, pouvaient lire les hiéroglyphes, les autres, je n'en avais pas besoin parce qu'ils ne pouvaient rien apporter. En fait, ils disaient clairement qu'ils viennent, qu'ils prennent les meilleurs, et je suis prêt à les attendre. Et ce colloque a eu lieu. Au sortir de ce colloque, il y a eu beaucoup de concessions qui ont été faites. On a compris que, on n'a pas avoué qu'il avait raison, mais on a avoué que, il y a un début de vérité dans ce qu'il dit. Et j'en arrive à l'époque moderne, ce qui fait qu'en pleine époque d'esclavage, quand un savant français de bonne foi a visité l'Égypte,
il n'a pas pu s'empêcher de pousser un cri. Il s'agit de Volney, qui a visité l'Égypte entre 1783 et 1785, et il décrit les Coptes. Tous ont le visage bouffi, l'œil gonflé, le nez écrasé, la lèvre grosse, en un mot, un vrai visage de mulâtre. J'étais tenté de l'attribuer au climat lorsque, ayant été visiter le Sphinx, son aspect me donna le mot de l'énigme. En voyant cette tête caractérisée de nègre dans tous ses traits, je me rappelais ce passage remarquable d'Hérodote où il dit, pour moi, j'estime que les Colches sont une colonie des Égyptiens, etc. Parce que comme eux, ils ont la peau noire et les cheveux crépus. D'où ma fameuse expression dont j'ai été fan chez lui, discuter scientifiquement. Il m'invite à la table. Vous voulez parler? Asseyez-vous, on discute. Vous avez vos arguments? Venez avec. J'ai mes arguments. On discute. 1974. C'est assis, venez, comme des bonhommes, on discute. Et il y a eu discussion. Et ce genre d'événement-là, ce n'était pas le premier. Il y a eu également un autre événement comme ça à Athènes en 1980, si je ne me trompe pas. Il a beaucoup fait. Il a fait des conférences au Cameroun, jusqu'à ce qu'il meure le 7 février 1986 à Dakar, par une université qui portera finalement son nom. Il s'est enterré à Caïtou. Son épouse, d'ailleurs, qui était également une historienne, si je ne me trompe pas, sera également enterrée à Caïtou. Voilà un peu l'histoire de Cheikh Anta Diop. Les amis, à travers ma vidéo, l'idée ici n'est pas de dire que cet homme était un héros ou pas. Je vous laisse cette faculté. Comme vous savez dans mes vidéos, je n'aime pas prémâcher les idées pour vous les mettre dans la tête. Je préfère que vous soyez titulaire de ce que vous pensez. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ne vous laissez pas distraire par l'idée selon laquelle on a érigé ce monsieur en afrocentriste. Parce qu'à chaque fois que j'ai entendu les historiens, les chercheurs du CNRS parler dans les interviews, parler de Cheikh Anta Diop, on disait afrocentriste. Figurez-vous que pendant longtemps, dans le narratif des historiens qui étaient pour la plupart européens, pour une grande partie, 99%, on a littéralement nié la place de l'Afrique. On a littéralement sous-entendu qu'avant l'arrivée des Européens, les Africains n'avaient pas de civilisation. Mais dans le même temps, on disait qu'il y avait des royaumes. Civilisation sans royaume, je veux bien comprendre. Et donc, quand Cheikh Anta Diop vient, il dit, les Égyptiens dont vous parlez, que vous faites l'effort de les dissocier de l'Afrique noire, sont en fait à l'origine des Noirs. Et il donne des éléments de preuve. Je ne dis pas qu'il avait raison. Je dis juste qu'il y a matière à penser, à réfléchir. Personnellement, j'ai découvert Cheikh Anta Diop en 2017-2018, si je ne me trompe pas. Je sais pas si vous avez dû entendre parler des Kémites. Je ne maîtrise pas. J'aime pas parler de religion sur mes chaînes. Je respecte toutes les croyances religieuses. J'ai vu un nom de Kémites sur Facebook. Et par curiosité, j'ai lu un peu ce qu'ils écrivaient. Et j'ai vu qu'il y avait un nom qui revenait, Cheikh Anta Diop. Donc j'ai décidé de lire son livre. Et j'ai pris une claque monumentale. Mais je suis pas fan des pensées théoriques. Donc j'étais curieux de savoir ce qu'il allait proposer dans des domaines comme l'économie, parce que souvent la critique qu'on fait au panafricanisme, souvent, paraphraser pour prendre des exemples, c'est que le panafricanisme, ce sont des hommes forts, des pensées fortes, mais il n'y a pas de modèle économique clair. La critique, souvent, c'est une personne forte. Donc je me suis dit, pour Cheikh Anta Diop, je veux voir ce que ça vaut. J'ai acheté un de ses livres, Les fondements économiques culturels d'un État fédéral d'Afrique noire, si je ne me trompe pas. Un livre que je dois avoir, je pense, un petit livre qui aussi m'a mis une claque. Je me suis dit, soit c'est un fou, mais un fou total, soit il dit la vérité et sa vérité dérange. Mais je vous exhorte vraiment à aller le lire. Parce que vous ne trouverez pas son nom dans nos manuels d'histoire. Vous ne le retrouverez pas dans nos livres d'histoire. Il ne sera pas évoqué en soi. C'est très important de le lire, de le connaître, ou même de parcourir quelques citations ou quelques documents qu'il a produits de 10-15 pages qu'on trouve partout. C'est très très important. J'ai longtemps hésité à faire une vidéo sur Anta Diop parce que j'estimais que je n'étais pas légitime à le faire. Je ne dis pas que je suis légitime à parler d'histoire des pays africains, mais dans mon approche de l'histoire africaine, j'ai été beaucoup centré sur l'aspect politique, l'aspect géopolitique qui me passionne. Et donc je me suis dit, pour Cheikh Anta Diop, peut-être que mon travail ne serait pas abouti. Mais je me suis dit que à ce stade de ma chaîne, moi qui ai été absent pendant longtemps, je vais maintenant reprendre. Ce serait vraiment bien de commencer par cette vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker, à partager. Si la vidéo, il y a des petits manques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire comme d'habitude. Ici, on est totalement bienveillant. Vous savez très bien que j'ai été absent pendant longtemps. J'ai essayé de faire tant bien que mal avec ma vie à côté. J'étais à la recherche de partenariats pour pouvoir financer la prise d'un monteur. Bref,
Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que pendant ce temps, j'ai pas chômé. J'ai travaillé, j'ai trimé, j'ai préparé pratiquement 5 vidéos qui sont écrites à 99%. Je vais toutes les tourner. Et du coup, ça va faire que durant les dimanches qui vont suivre, là, vous aurez des vidéos sans souci. Et pire, c'est que je suis en train de tout faire pour vous envoyer des vidéos, des petites vidéos par contre, en semaine. Donc, on travaille dessus. Et je pense que d'ici là, il y a des partenaires qui seront en discussion. Quand ce sera bon, je vais prendre un monteur. Et on va comme ça, je vais pouvoir déléguer. Je vais pouvoir faire une équipe pour vous produire du travail de qualité en quantité. Parce que ma peur était de me retrouver à courir pour produire une vidéo le dimanche et prendre une vidéo, un sujet comme ça, traité facilement, de façon légère, ou faire des vulgaires copier-coller comme certains le font. Donc je ne voulais pas faire ça. Mais ce qui est bien, c'est que depuis mon absence, j'ai vu qu'il y a beaucoup qui ne produisent plus, vu qu'ils attendaient que je produise des vidéos pour en faire des copier-coller. Donc voilà. Portez-vous bien, c'est la famille, on est ensemble et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Même avant, parce que j'ai une petite vidéo sur le procès du clan Bongo au Gabon qui va arriver durant la semaine, je pense.